Bonsoir, est-ce que tout le monde est installé? Non, c'est bon? Bon, on va démarrer, on est au complet, on est même un petit peu plus qu'au complet. On a un petit peu dépassé la jauge, mais tant pis. Bonsoir à toutes et tous. Donc merci d'être venus aussi nombreux pour écouter Paul Guilibert, que nous remercions d'être parmi nous ce soir pour nous parler de Terre et Capitale. Vous êtes certainement au courant, donc c'est sorti chez Amsterdam il y a quelques mois, en octobre, enfin la rentrée dernière. C'est sous-titré pour un communisme du vivant. Et on a la chance d'avoir aussi Pascal Gassiot qui on a proposé d'organiser la rencontre. Pascal Gassiot, il est pour nous, il a la casquette Université populaire de Toulouse, mais il est aussi à la Fondation Copernic. Et on sait que les thèmes développés par Paul l'intéressent, donc il a vite accepté de poser quelques questions. Alors d'abord, Paul va nous présenter le livre, puis Pascal enchaînera avec quelques questions, puis on vous laissera poser des questions à votre tour. Voilà, la rencontre, elle est organisée en partenariat donc avec TV Bruit, TV associative locale, ou télé associative locale, avec qui on a déjà filmé quelques rencontres qu'on rend disponibles sur le site de TV Bruit, sur le site de Terra Nova aussi. Et il y en aura tout au long de l'année. Toutes les rencontres sont enregistrées, donc pareil, vous pourrez retrouver les enregistrements de cette rencontre pour la partager éventuellement, et d'autres qu'on avait fait plus tôt sur le site de Canal Sud. Voilà, il y a un petit onglet où vous pouvez trouver tous les enregistrements qui sont retravaillés et montés. Voilà, merci beaucoup, très bonne soirée, et à bientôt pour les prochaines rencontres. Merci. Oui, je ne vais pas prolonger outre mesure ce que vient de dire Fabrice. Juste dire un petit mot sur Paul Guilibert, mais ça va être bref. Je m'excuse, j'enlève ça. Il est enseignant et chercheur en philosophie. C'est un Parisien qui descend de Ça n'est parfait. Merci de me présenter d'emblée comme Parisien. C'est cool. Donc c'est une manière, bien sûr, surtout moi avec mon accent très toulousain. Donc voilà, donc son bouquin est fortement intéressant. Je me le suis avalé ces dernières semaines. Et donc, comme on a un petit peu l'habitude aussi à l'Université populaire, on va le laisser présenter son ouvrage, prendre le temps de cadrer les choses, de bien nous faire part de sa thèse ou de ses thèses et de la manière dont il approche le sujet. Puis après, on passe aux questions-réponses. Alors, Fabrice a dit que je poserai les premières questions, c'est pas du tout obligatoire. Moi, je suis là un peu en pompier. C'est-à-dire que si personne dans la salle n'a envie de poser de questions, je lui en poserai. Mais je compte quand même sur vous pour bien sûr intervenir suite à sa présentation. Voilà, écoute, tu as la parole et pour 30 à 35 minutes. Voilà. Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Ça va? Ouais, ok. Donc merci beaucoup à la librairie Terra Nova pour l'invitation. Je suis très content de présenter le bouquin ici. Je sais pas si vous avez vu il y a quelques semaines, en plein cœur du mois de janvier, dans l'Oregon, qui est un état du Midwest des États-Unis, s'est déclenché des incendies. Se sont déclenchés des incendies assez gigantesques, en plein cœur d'une région extrêmement froide des États-Unis, au cœur de laquelle normalement en plein hiver il n'y a pas d'incendie. Là, il y avait des vents extrêmement violents qui ont arraché des pylônes électriques, qui ont fait tomber les pylônes électriques. Et comme il y a des périodes de sécheresse extrêmement élevées et intenses en Oregon depuis bientôt 3 ans, il y a des incendies gigantesques qui se sont déclarés, qui ont fait que 35 000 personnes ont été déplacées et des centaines d'hectares ont été brûlés. En même temps, en Allemagne, à peu près en même temps en Allemagne et en Belgique, il y avait des inondations records pour un hiver. Il y avait des invasions de scarabées en Argentine. Et évidemment, un petit truc dont on parle un peu de temps en temps, un virus qui produit une maladie appelée le Covid-19. Tout ça, tous ces phénomènes-là, ils sont à la fois tout à fait normaux et en même temps très surprenants en fonction de leur ampleur et des effets qu'ils ont sur les sociétés. À la suite d'une philosophe qui s'appelle Isabelle Stengers, que vous connaissez sans doute, on pourrait dire que
tous ces phénomènes-là, ils témoignent de l'intrusion de Gaïa. Alors qu'est-ce que c'est l'intrusion de Gaïa? C'est une autre manière que de parler d'anthropocène ou de crise climatique, qui a tendance à personnaliser un peu, mais surtout qui insiste sur la puissance d'agir d'un certain nombre de phénomènes naturels. Il y a des êtres naturels qui ont une autonomie, qui ont une puissance propre, et qui donc agissent et qui transforment le monde à leur manière. Tous ces phénomènes, là, ces incendies, ces virus, ces tempêtes, elles contraignent les sociétés à adapter leur mode d'organisation et de subsistance. L'intrusion de Gaïa, pour Isabelle Stengers, je la cite, c'est une inconnue majeure qui est là pour rester. Il ne s'agit pas d'un mauvais moment à passer. Elle écrit ça en 2005 dans un livre très important qui s'appelle Au temps des catastrophes, qu'elle écrit juste après la destruction, les inondations de la Nouvelle-Orléans par l'ouragan Katrina. Une inconnue majeure qui est là pour rester. Je pense que c'est ça la chose importante de cette nouvelle situation historique qui caractérise notre époque. Il y a donc des êtres naturels qui agissent, qui transforment la situation et qui sont là pour rester. Alors le problème de Terre et Capitale, c'est de savoir si cette situation nouvelle, si le fait qu'on est entré dans l'Anthropocène, s'il y a une intrusion de Gaïa, des phénomènes climatiques extrêmes complètement nouveaux, est-ce que ça invite à abandonner l'horizon du communisme? On pourrait se dire le communisme s'est inventé dans une période radicalement différente, d'un point de vue météorologique ou climatique en tout cas, avec des luttes sociales extrêmement différentes. Peut-être après tout que les mobilisations dont il était porteur, les horizons dont il était porteur sont dépassés. Donc voilà la question, si vous voulez. Avec la crise climatique, est-ce qu'il faut abandonner le communisme ou pas? Je pense que avant de répondre à cette question, ce que je vais faire rapidement, parce que sinon je pourrais juste partir en disant bon bah c'est fini, non, désolé, ça n'a aucun rapport. Il faut quand même avoir en tête le régime écologique du capitalisme. Alors quand je dis régime écologique du capitalisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les formes d'organisation sociale, tous les modes de production, ils sont toujours liés à une certaine manière d'être en relation avec l'environnement ou avec la nature. On peut parler donc d'un régime écologique pour chaque mode de production ou chaque forme d'organisation sociale. Ce qui me semble qu'il faut avoir en tête, je pense pour le capitalisme, c'est que toutes les destructions de la nature dans le capitalisme, elles sont liées à des formes d'exploitation du travail. Alors là, vous voyez, j'arrive avec mes gros sabots marxistes, mais je crois que c'est important d'avoir ça en tête. Si vous suivez une marchandise capitaliste, depuis les ressources qui sont extraites pour la produire jusqu'aux déchets, elle suit un certain nombre d'étapes. Donc d'abord, première étape, il y a des ressources naturelles qui sont extraites pour toute marchandise, y compris les marchandises les plus immatérielles, y compris un logiciel. Il a bien fallu à un moment produire de l'électricité, produire des ordinateurs qui vont faire de l'électricité, etc. Les ordinateurs font pas d'électricité, mais ils font des logiciels. Donc on a d'abord de l'extraction, c'est-à-dire des ressources naturelles qui supposent une exploitation d'un certain type de travail, l'exploitation de travailleurs extractifs. Une fois que les marchandises sont extraites, les ressources naturelles sont extraites, elles circulent. Et elles circulent beaucoup dans le capitalisme contemporain. Pour circuler des marchandises, ça suppose qu'il y ait des travailleurs qui, là encore, fassent circuler ces marchandises. Les marchandises, elles ne circulent pas toutes seules. Il faut donc qu'il y ait des travailleurs de la logistique, que ce soit dans des énormes entrepôts Amazon ou sur des porte-containers. Cette circulation qui produit qui émet énormément de CO2, qui est donc une des principales causes du réchauffement climatique, elle suppose une exploitation des travailleurs logistiques. Une fois que les marchandises, les ressources naturelles ont circulé, elles se retrouvent dans des lieux de production, qui est le lieu classique du marxisme, duquel le marxisme parle. Lieux de production, usines, lieux d'assemblage, etc. Ces lieux de production, ils émettent énormément de pollution industrielle, ils émettent là encore du CO2, ils sont donc cause d'un réchauffement climatique et de pollution industrielle ou de destruction d'écosystèmes, mais ils supposent là encore une autre forme d'exploitation du travail, une exploitation du travail productif. Et enfin, quand toutes ces marchandises ont bien circulé, qu'elles ont été consommées, les choses ne s'arrêtent pas là. On a tendance à penser, c'est souvent en tout cas ce qui se dit dans une certaine écologie mainstream, que un des grands problèmes de l'écologie, c'est la manière dont on va gérer nos déchets.
Et donc on renvoie les consommateurs à la manière dont ils vont gérer leurs déchets, organiser, limiter leur consommation. Or, les déchets, leur vie s'arrête pas dans la poubelle une fois qu'ils ont été triés. Là, ils rentrent dans un nouveau cycle de valorisation, un cycle qui suppose énormément de travailleurs, là encore. Ça va des femmes de chambre des grands hôtels jusqu'aux éboueurs et aux travailleurs dans les centres de déchets et de tri. Pourquoi cette énumération un peu longue du circuit de la marchandise capitaliste? Juste pour avoir en tête qu'il n'y a à aucun moment dans le capitalisme des destructions de la nature qui ne soient pas liées à des formes d'exploitation du travail. Voilà. Je vous avais dit que je venais avec mes gros sapots marxistes, et je pense qu'une fois qu'on a ça en tête, on peut commencer à envisager une réponse à la question de savoir si la crise écologique éloigne le spectre du communisme et l'histoire de la lutte des classes. La réponse, évidemment, je crois, c'est non, et pour deux raisons. La première raison, c'est que l'exploitation du travail continue, et que, à cet égard, toute l'histoire communiste du mouvement ouvrier qui s'est battue contre l'exploitation du travail, elle me paraît encore à maints égards et sous certaines conditions encore valide. La deuxième aspect de la réponse, si vous voulez, c'est que la crise écologique est la conséquence de certaines formes d'exploitation du travail. Et ça, c'est ce qui valide, à mon sens, de s'inscrire dans une forme de continuité à l'égard du mouvement communiste et de l'héritage des mouvements ouvriers. C'est que la crise écologique, elle est toujours liée à ces formes d'exploitation du travail. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore dit grand-chose. Ça suffit ni à avoir une analyse très précise de la situation climatique et écologique, ni à reconstruire des organisations, des tactiques ou des stratégies. Je pense que si on veut, à partir de cette prémisse-là, dire que le communisme a encore un sens à l'époque de la crise climatique, pour le dire, il y a un certain nombre de conditions. La première condition, c'est de développer une cosmologie politique. Excusez-moi pour ces gros mots, je vais préciser dans un instant. Une cosmologie politique qui soit adaptée à notre nouvelle situation, qui soit adaptée au Capitalocène. Une fois qu'on aura développé cette nouvelle cosmologie politique, cette nouvelle manière de penser la nature, de penser notre rapport au monde et aux choses qui nous entourent, alors peut-être qu'on pourra relire l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire du communisme, à partir de cette attention renouvelée à la Terre et aux conditions d'habitabilité de la Terre. Ça, c'est, si vous voulez, le mouvement principal du bouquin, c'est cette relecture de la pensée communiste à partir de l'attachement à la Terre. Et c'est seulement à partir de là qu'on pourra se demander si on peut trouver dans le communisme une stratégie révolutionnaire qui soit adaptée pour l'écologie. Alors, je commence tout de suite avec ce premier point, la cosmologie politique à l'époque de l'Anthropocène. Qu'est-ce que c'est qu'une cosmologie politique ? On pourrait dire, je vais essayer de le dire le plus simplement possible, et si vous trouvez que c'est encore trop complexe et des trucs de philosophes, vous n'hésitez pas à soit m'interrompre, soit me foutre à la porte, enfin les trucs qu'on fait avec les philosophes de manière générale. Qu'est-ce que c'est qu'une cosmologie politique ? C'est une certaine représentation du monde, une certaine manière d'identifier le moi, le monde et les autres. Il s'agit donc d'une certaine façon de composer le monde en fonction de catégories qui vont modifier notre perception de ce qui compte et de ce qui ne compte pas en politique. Pour reprendre une très belle formule de la philosophe Émilie H, de ce à quoi nous tenons et de ce à quoi nous ne tenons pas en politique. Il y a une attention contemporaine aux cosmologies politiques, et on pourrait, pour reprendre une expression de Jacques Rancière, dire qu'il s'agit d'un nouveau partage du sensible. C'est-à-dire qu'on va porter attention à certains phénomènes, à certains êtres qui avaient été laissés dans l'ombre des mouvements politiques jusqu'ici. Je pars de l'idée que le mouvement communiste ouvrier, il a déjà fait ça en fait. Il a toujours été une cosmologie politique. C'était pas une description de la réalité telle qu'elle est, même si c'était une description d'une certaine réalité telle que les ouvriers pouvaient en faire l'expérience. Mais il a fait quelque chose, c'est d'introduire en politique un certain nombre d'êtres qui n'étaient pas présents en politique. À commencer par des machines, des usines, une certaine division du travail, autant de choses qui, avant l'irruption du mouvement ouvrier, ne comptaient pas comme des êtres qui avaient une validité en politique ou dans la question de nos modes d'organisation.
Donc dire que les communismes disposaient d'une cosmologie, ça revient à dire qu'il y avait la représentation d'un monde commun, à partir duquel des énoncés critiques pouvaient prendre sens et des programmes s'élaborer. Le capitalocène, ou l'intrusion de Gaïa, ça désigne un monde dans lequel des réalités nouvelles interviennent en politique, celles dont j'ai déjà parlé, des incendies, des virus, des ouragans, des systèmes climatiques, des plantes, etc. Une révolution cosmologique, de ce point de vue-là, ça signifie que tout un ensemble d'êtres impose la prise en compte de leur agentivité, de leur puissance d'agir, de leur autonomie et de leur puissance d'engendrement dans nos systèmes sociaux. Je crois, juste une chose à préciser, qu'il ne faut pas être trop naïf non plus sur cette intrusion de Gaïa, sur cette apparition de phénomènes nouveaux en politique. On pourrait avoir tendance à penser, et c'est parfois le cas dans nos mouvements écologistes, que l'irruption de Gaïa, l'arrivée des animaux ou du vivant en politique, ce serait unilatéralement un bon signe. Or, je crois qu'il faut être conscient du fait que c'est aussi des menaces de destruction. Si on pense par exemple aux invasions de criquets en Afrique de l'Est au cours de l'été 2020, on voit bien que l'irruption du vivant en politique, ça n'est pas simplement une révolte de la nature dont on va pouvoir se faire des alliés, mais c'est aussi parfois une menace de destruction. Il y a donc les deux en permanence dans cette irruption du vivant. Il y a d'un côté des menaces de destruction qui pèsent sur les sociétés, et d'un autre côté la possibilité de résistance au sein du vivant, avec lesquels on va pouvoir peut-être faire des alliances. Un petit exemple, un champignon qu'on a commencé à connaître, qui s'appelle champignon, qu'on a appelé champignon mangeur de kérosène, qui se développe toujours dans les cuves de kérosène quand ils sont laissés à l'arrêt. Et pendant le Covid, comme énormément d'avions étaient immobilisés et qu'il y avait peu de produits antifongiques qui étaient utilisés, il y a ces champignons qui se sont développés dans les cuves de kérosène. Là, on voit bien que ces champignons qui détruisent les moteurs d'avion, ils peuvent sans doute servir d'alliés à un moment parce qu'ils témoignent d'une forme de résistance dans le vivant. Mais en même temps, il y a aussi d'autres phénomènes qui menace de destruction. Je pense que la principale idée à avoir en tête ici, c'est qu'il ne faut pas simplement penser les effets du capitalisme sur la nature, ce que a parfois tendance à faire l'écosocialisme ou les mouvements anticapitalistes classiques, mais qu'il faut aussi, à l'inverse, penser la puissance d'agir de la nature, les effets écologiques sur le monde social. Il nous faut donc développer une cosmologie politique qui donne une place aux êtres naturels, aux êtres autres qu'humains, dans le devenir politique. Il faut aussi donc montrer la puissance de transformation et de destruction dont seuls les humains disposent. Ça, je pense, c'est un leitmotiv un peu. C'est pas parce qu'on est très attentif aux vivants, aux non-humains ou aux autres qu'humains dans nos formes d'organisation politique qu'il faut se mettre des œillères sur le fait que les humains, ils ont une capacité très particulière comparée à toutes les autres espèces, qui est leur capacité destructrice à l'échelle mondiale. Ce qui est, on pourrait dire, l'argument d'une différence anthropologique assez fondamentale. Le premier geste un peu philosophique, si vous voulez, du bouquin, c'est donc de montrer que le communisme doit refonder sa cosmologie afin de faire une place à des êtres qui comptaient peu ou qui ne comptaient pas beaucoup jusqu'à maintenant en politique. Ça donne lieu dans le livre à une redéfinition de la nature à partir de trois, traits caractéristiques, à partir de son autonomie, c'est-à-dire penser la nature comme autonome, ayant une puissance d'agir et de développement propre, indépendamment des histoires sociales, mais en même temps qui prennent en compte l'historicité de la nature. L'historicité de la nature, ça veut dire à la fois que la nature a une histoire propre, une histoire autonome, qu'elle se développe d'une certaine manière, selon ses puissances, selon ses compositions dans des écosystèmes, mais aussi une histoire sociale, au sens où nous modifions les conditions d'apparition de la nature et ses conditions d'évolution. Et enfin, dans la mesure où on modifie toujours en permanence les conditions d'apparition de la nature, la manière dont elle témoigne, dont elle apparaît, dont elle se développe, eh bien, il faut aussi penser le fait que la nature est toujours multiple, qu'il n'existe pas une nature au singulier, mais des natures. Je reprends un concept d'un géographe marxiste qui s'appelle Jason Moore, qui parle de nature historique au pluriel.
Et voilà, cette idée qu'il y a toujours des natures historiques, c'est-à-dire des natures qui naissent en fonction des relations qu'elles entretiennent avec les mondes sociaux. Cette idée, si vous voulez, d'une nature autonome, historique et en même temps toujours multiple, on la trouve définie chez l'anthropologue Anat Singh, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, dans son livre qui s'appelle Le champignon de la fin du monde. Et elle montre comment elle parle, elle, de troisième nature. La troisième nature, c'est par opposition à la première nature, qui est une nature libre, spontanée, sauvage. Par opposition à la deuxième nature, qui est la nature détruite, transformée par le capitalisme. C'est une nature qui a la puissance de réapparaître, de ressurgir, de recomposer de nouvelles manières dans des écosystèmes qui ont été profondément détruits et anthropisés par le capitalisme. Donc il y a, si vous voulez, différents modes d'être de la nature, et c'est à partir de cette prise en compte, de ce multinaturalisme, qu'il me semble qu'il faut reposer la question du communisme. C'est donc, si vous voulez, à partir de cette nouvelle cosmologie politique, ce multinaturalisme, qu'on peut relire l'histoire du mouvement ouvrier. Et ça, c'était le gros du bouquin. Le bouquin, il est parfois un peu technique, ardu, et peut-être, je dirais pas ça, je devrais pas dire ça pour essayer de le vendre, mais un peu chiant pour des non-philosophes qui s'intéressent pas à la philosophie marxiste, mais parce que c'était une relecture de la philosophie marxiste à partir d'une question qui a rarement été posée du point de vue marxiste et du point de vue communiste. Ce sur quoi je voulais revenir, c'était sur l'idée qu'il y aurait une opposition assez radicale entre des politiques communistes d'émancipation et des politiques écologistes de préservation d'habitabilité de la Terre. Je précise un peu cette idée assez rapidement. On a tendance à dire que d'un côté, le mouvement communiste, les mouvements socialistes de manière générale, auraient défendu l'émancipation des travailleurs. C'est-à-dire défendre les travailleurs contre les formes d'exploitation du travail qu'ils ont subies jusqu'à maintenant. D'un autre côté, on oppose parfois des mouvements écologistes qui ne visent pas à lutter contre la souffrance sociale produite par l'exploitation du travail, mais qui visent à lutter pour les conditions d'habitabilité de la Terre, qui visent donc à lutter pour que on puisse continuer à vivre sur une Terre en passe d'être détruite. On a donc d'un côté un projet communiste qui aurait lutté pour l'abolition des causes de la souffrance sociale. Le dépassement, si vous voulez, le mouvement d'abolition des conditions matérielles de la souffrance produite par l'exploitation du travail. Ça, ce serait le communisme. D'un autre côté, on aurait des mouvements écologistes qui viseraient des politiques de l'attachement, pour reprendre une formule de Bruno Latour. Alors, je cite Bruno Latour ici parce qu'il a été très important dans la constitution de cette opposition entre, d'un côté, des politiques d'émancipation qui viseraient à s'émanciper, à se séparer d'un certain nombre de conditions aliénantes, et des politiques de l'attachement qui considèrent être la nouvelle forme vers laquelle il faudrait tendre, c'est-à-dire des politiques du soin, des politiques de l'attention, des politiques du lien avec la terre et avec les conditions de la vie. Donc d'un côté, une émancipation pensée comme séparation, arrachement, et qui donc de fait serait nécessairement anti-écologiste, et d'un autre côté, des politiques du soin, de la prise en compte et du lien avec nos conditions de vie. Je crois qu'il est juste et nécessaire de distinguer les deux, des politiques de l'attachement et des politiques de l'émancipation, mais qu'il est faux de les opposer. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on peut trouver déjà dans l'histoire de la pensée communiste au moins 3 moments, il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais c'est 3 moments que j'ai isolés, au cours desquels, dans la pensée communiste, est apparue une forme très forte d'attachement à la terre. Voire même l'idée qu'il n'y aurait pas d'émancipation à l'égard des formes d'exploitation du travail sans des formes renouvelées d'attachement à la terre. Ces 3 moments, c'est les suivants. D'abord, c'est la découverte par Marx de la persistance des communes rurales dans la Russie du XIXe siècle. Ça résonnait beaucoup pour moi avec un certain nombre de débats dans le mouvement anticapitaliste sur la question des ZAD, sur la question des réappropriations territoriales, etc. Le deuxième moment, c'est le rôle du romantisme révolutionnaire
anti-industrielle chez un auteur anglais qui s'appelle Raymond Williams, critique culturel, très peu connu en France. Et le troisième moment, c'est une partie, je pense, extrêmement décisive. C'est le problème de l'organisation d'un prolétariat paysan et indigène au Pérou, chez un auteur qui s'appelle José Carlos Mariátegui, et sur lesquels je vais revenir rapidement. Je voudrais juste là, parce que quand même ça c'est un peu macabre, la philosophie marxiste de ces moments-là, passer très rapidement sur ces trois moments parce que je pense qu'ils sont assez intéressants. Alors je commence rapidement avec Marx. On connaît évidemment les histoires de Marx comme critique de l'économie politique, centrée sur l'usine, centrée sur l'ouvrier, centrée sur l'industrie. Or, il se trouve qu'à partir des années 1870 et l'échec de la Commune de Paris, Marx est de plus en plus convaincu qu'il n'y aura pas de révolution prolétarienne en Europe, qu'il n'y aura pas de révolution prolétarienne en Europe occidentale, que toutes les tentatives depuis 1830 en passant par 1848 et 1870 ont échoué, et que s'il y a un pays dans lequel il pourrait y avoir des situations insurrectionnelles, voire révolutionnaires, c'est la Russie. À partir de 1870, il se met donc à discuter avec un courant socialiste du russe, qu'on appelle les populistes ou les narodnistes russes, notamment des gens comme Tchernychevski, Danielson, Lavrov ou Vera Zasulich. Et il discute quotidiennement, quasi quotidiennement avec eux en leur envoyant des lettres. Le point, si vous voulez, central des populistes russes, c'est de dire qu'il continue d'exister en Russie, au milieu du 19e siècle, des communes rurales, c'est-à-dire des communes collectivistes, dans lesquelles la terre appartient collectivement aux paysans. Autrement dit, des formes de socialisme agraire ou de formes de proto-socialisme paysan. La question des populistes, c'est de savoir si on va pouvoir fonder une perspective révolutionnaire, on va pouvoir fonder un avenir communiste et révolutionnaire sur la persistance de ces communes rurales. Et alors, ils en sont pour la plupart convaincus. Alors, ces communes, elles fonctionnent de quelle manière ? Tous les 10 ou 12 ans, il y a ce qu'on appelle le partage noir, c'est-à-dire noir parce que la terre est noire dans une grande partie des contrées dans lesquelles ces formes communales continuent d'exister. Tous les 10 ou 12 ans, on redistribue la terre dans les communes en fonction des besoins de chaque famille. Et, disent les populistes, dans ces communes-là, il n'y a donc ni propriété privée de la terre, ni travail individuel, mais la plupart du travail se fait de manière collective. Donc les débats à l'époque et les questions que les populistes posent à Marx, c'est de savoir si ces communes rurales, ces MIR, selon le mot russe, sont vouées à disparaître sous le coup du développement capitaliste, ou bien si ça va pouvoir devenir la base d'un développement révolutionnaire communiste. Et ce qui est intéressant, c'est que la position de Marx n'est pas du tout claire là-dessus. Il hésite beaucoup. Il oscille énormément dans ses positions, mais il me semble que ce qui se dégage, c'est au final une tension pour Marx dans le fait que, vu la structure des communes rurales russes, on peut espérer que le communisme s'y développe sans passer par le capitalisme. On peut espérer que s'y développe directement le communisme, mais Marx dit à une condition, c'est qu'il y ait aussi une révolution ouvrière en Russie, sans cette révolution ouvrière en Russie, alors les MIR, les communes rurales, vont nécessairement devenir capitalistes, puisque va s'y développer des formes de travail individuel et de propriété privée. Ce qui m'a intéressé là-dedans, c'était l'idée que des formes renouvelées de partage de la terre et d'attachement à la terre étaient pour Marx des conditions possibles d'un avenir communiste. Donc pas du tout un désintérêt ici des questions rurales et agricoles. Le deuxième moment, je suis désolé, ça fait un peu énumération, mais bon, c'est un peu la structure que ça a dans le bouquin. C'est un moment beaucoup plus tardif, là qui est dans le marxisme anglais des années 70, chez un auteur qui s'appelle Raymond Williams, qui se définissait comme un sociologue des formes ou comme un sociologue de la culture. Ce qui est intéressant chez Raymond Williams, c'est qu'il va montrer comment les imaginaires de la nature ont informé à la fois
les organisations des dominants, les organisations des capitalistes, et comment est-ce qu'elles ont informé ces imaginaires littéraires, esthétiques, etc. Comment est-ce qu'ils ont aussi informé les luttes paysannes. Il écrit, je le cite, « Le champ de la terre, du travail rural, de la jouissance, du monde naturel est trop important et trop mouvant pour être abandonné aux ennemis du changement. » Ce qu'il va montrer, c'est que les formes culturelles sont politiques en elles-mêmes. Pourquoi les formes culturelles sont politiques en elles-mêmes? Ça signifie pour Williams que la signification politique d'une forme esthétique ou d'une œuvre d'art n'est pas à trouver dans son contenu, dans le type de propos ou de message qu'elle veut faire passer, mais dans le type de forme qu'elle met en œuvre, puisque ces types de formes vont changer notre manière de percevoir le réel. Un exemple très fort qu'il prend, c'est le fait que les paysages, au milieu du XVIIIe siècle, les paysages anglais commencent à être redessinés par des architectes paysagistes. Ces architectes paysagistes, ils contribuent à faire un paysage naturel anglais duquel a disparu toutes les formes de travail. Donc si vous regardez un paysage anglais, en tout cas les représentations d'un paysage anglais, ça vaut encore pour les séries contemporaines, il suffit de regarder les séries historiques sur Netflix, c'est la plupart du temps comme ça. Le paysage anglais est un paysage dans lequel il n'y a pas de travailleurs. Pour Raymond Williams, le paysage, la nature, elle a été redessinée par des capitalistes qui veulent faire disparaître les travailleurs du paysage, bien que évidemment les travailleurs continuent de produire la richesse grâce à laquelle les capitalistes vont pouvoir s'enrichir. Ça veut dire quoi pour Williams? Ça veut dire que les formes esthétiques, elles ont été mobilisées ici, certaines formes de poésie, certaines représentations dans la peinture, elles ont été mobilisées par les capitalistes et les architectes paysagistes pour transformer la nature d'une manière conforme à des représentations qu'ils avaient déjà. Ils avaient des représentations très idylliques d'une nature sans travailleurs. Eh bien, ils ont transformé cette nature pour la faire apparaître comme un monde sans travailleurs, entièrement au service de la beauté esthétique et dans laquelle il n'y a plus d'enjeux de lutte politique. Alors évidemment, c'est dans le cadre des luttes paysannes. Ouais. C'est dans le cadre des luttes paysannes pour les usages et l'appropriation de la nature que se réinvente véritablement le sens d'une politique d'émancipation fondée sur l'attachement à la terre. Le dernier chapitre du livre, il est donc consacré à ce penseur péruvien dont je vous parlais il y a un instant, José Carlos Mariátegui. Alors là encore, c'est un penseur qui est très peu connu, mais c'est un auteur extrêmement influent en Amérique latine. Aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, il est à la fois considéré comme un des initiateurs de la pensée décoloniale et comme un des traducteurs et des introducteurs du marxisme-léninisme en Amérique latine. Ce qui est intéressant donc chez cet auteur, je trouve, c'est précisément la multiplicité des usages auxquels il va donner lieu dans la suite de son histoire. Pourquoi? Parce que, en fait, la grande idée de Mariátegui, c'est que les formes d'exploitation du travail, les formes de colonisation de la terre et de racisme qui y sont liées, et les formes de destruction de la nature ne peuvent pas être séparées. En d'autres termes, pour Mariátegui, des idées comme convergence des luttes entre écolos, antiracistes et anticapitalistes sont des idées absolument absurdes, parce que dans le contexte colonial, je ne prends pas position sur des questions stratégiques contemporaines, mais en tout cas dans le contexte colonial, post-colonial du Pérou des années 20, ces trois aspects, ces trois dimensions sont intrinsèquement liés. Pourquoi est-ce que ces trois dimensions sont intrinsèquement liées? Parce que pour Mariátegui, le racisme de la société coloniale péruvienne, elle est liée à une certaine place dans la division du travail qui fait que les indigènes ont été privés du rapport à la terre. Les indigènes ont été privés de la terre qu'ils cultivaient, ils ont donc été privés de leurs moyens de subsistance et ils sont contraints ou bien de vendre leur force de travail en tant que salariés dans des grandes exploitations, ou bien alors ils sont dans des situations de semi-esclavage dans ces mêmes exploitations. Pour Mariátegui, donc il y a une structure commune à la colonisation, à l'exploitation du travail et à la destruction de la nature. Cette structure commune, c'est la propriété privée de la terre qui fait que les Indiens
n'ont plus les moyens de subvenir à leurs moyens de subsistance. Ils peuvent plus subvenir à leurs besoins. Ça aboutit chez Mariátegui à des thèses extrêmement fortes sur la question du racisme dans les années 20 dans les sociétés amérindiennes. Il écrit notamment la thèse selon laquelle le problème indigène est un problème ethnique, ne mérite même pas d'être discuté. C'est une dimension qui va être omniprésente chez Mariátegui, c'est le fait que le racisme dont sont victimes les Noirs au Pérou et les indigènes est lié à une certaine forme d'appropriation de la terre, de propriété privée de la terre, qui est aussi la condition de l'exploitation du travail. Ça, c'était, si vous voulez, ce que je trouvais extrêmement important chez Mariátegui, qui parle aussi de communisme inca, qui revalorise des formes de communisme inca. Donc, je ne pense pas du tout qu'on puisse le suivre dans toute sa trajectoire. Mais cette idée que je trouve absolument centrale, selon laquelle il y aurait un élément commun à des formes de destruction de la nature, de colonisation de la terre et d'exploitation des travailleurs, qui est le fait de plus avoir accès à ces moyens de subsistance. Que la terre, c'est le principal moyen de subsistance, et que quand on n'a plus accès à ces moyens de subsistance, on est contraint de vendre sa force de travail, ou bien en tant que salarié, ou bien on est vendu en tant que force de travail, en tant qu'esclave. Donc dans ces trois moments historiographiques, chez Marx, chez Raymond Williams et chez Mariátegui, j'ai essayé de montrer qu'il existait une histoire communiste des formes d'attachement à la terre, et que dans certaines circonstances, on pouvait même aller plus loin et considérer que le communisme, en tant que mouvement d'abolition des conditions objectives de la souffrance, supposait une attention renouvelée à la terre. Alors évidemment, il faut quand même être honnête, c'est pas la dimension dominante et majoritaire du communisme ouvrier, mais je pense que c'était important de faire cette relecture sur l'histoire environnementale du communisme. Et à partir de là, ont émergé des questions qui sont, là vous allez le voir, vraiment très à l'état d'ébauche et de propositions, et à propos desquelles je suis absolument pas sûr, mais qui sont des propositions, disons, plus stratégiques et tactiques. Ce que j'ai proposé comme ça, comme titre un peu provisoire, d'appeler un communisme du vivant. Alors, si on considère qu'il y a un communisme du vivant comme nouvelle redéfinition du mouvement d'émancipation, il faut d'abord s'intéresser à la composition du prolétariat, à la nouvelle composition du prolétariat. Je ne sais pas si vous avez lu ou vu le dernier ouvrage de Bruno Latour et Nikolai Schulz qui s'appelle « Mémo pour la future classe écologique, fière et consciente d'elle-même ». Dans ce livre, Latour et Schulz ils proposent une définition originale de la classe écologique, fière et consciente d'elle-même, qu'ils appellent de leur vœu. Je les cite, ils écrivent « La classe prétendait décrire la réalité sociale permettant aux gens de se positionner dans le paysage qu'ils habitaient. Elle n'était jamais séparée d'un projet de transformation de la société. » Dans cette définition de la classe, je crois qu'il y a deux éléments très importants, dont un est très original et l'autre est très classique. L'élément très original de cette définition de la classe, c'est son aspect géoterritorial. Ils définissent la classe comme l'appartenance à un territoire au sein duquel on habite. C'est-à-dire que Latour et Schulz inscrivent les pratiques sociales dans un territoire, dans une terre sur laquelle on habite et qui constitue le sol existentiel de toutes nos pratiques. Ça, je crois que cette définition, elle est extrêmement originale et elle sera à retenir pour tous les mouvements écologistes qui voudront continuer de mobiliser la catégorie de classe. Après, ils mobilisent aussi une définition très classique de la classe, qui est une définition politique. Un projet, disent-ils, de transformation de la société. Seulement, ce qui est étonnant dans cet écart entre la définition géoterritoriale de la classe et la définition politique de la classe, c'est qu'il n'y a aucune définition économique. Et c'est pas pour faire du réductionnisme marxiste et en revenir toujours à l'économie de manière complètement obsessionnelle et fétichiste, mais c'est simplement parce que ce qu'on appelait économie, d'abord, dans l'histoire du mouvement ouvrier, c'était une expérience. C'était une expérience partagée de la souffrance. C'était ça, ce qui fondait la critique de l'économie politique, c'était de dire qu'un certain nombre de gens, des ouvriers, des employés, faisaient une expérience commune.
une expérience de l'exploitation qui provoquait de la souffrance, qui est l'expérience partagée de la souffrance, qu'on a parfois aussi appelée aliénation. Aussi, je pense que plutôt que de faire comme Latour et Schulz, de parler d'une seule classe écologique fière et consciente d'elle-même, il faudrait partir du principe que toutes les classes sont déjà écologiques. Toutes les classes ont déjà un certain rapport à l'environnement. Petite digression, au moment où Christophe Colomb arrive dans les Caraïbes lors de son 3e voyage, il dit à son fils que ces territoires des Caraïbes sont beaucoup trop chargés en forêt. Ça produit un climat beaucoup trop humide pour les Européens, pour les plantations de canne à sucre et pour la traite des esclaves. Et qu'il va donc falloir raser ces forêts des Caraïbes pour transformer le climat, et ça va produire quelque chose, ça va produire des espaces dans lesquels on va pouvoir faire des plantations de canne à sucre. S'il y a bien déjà depuis 500 ans une classe écologique fière et consciente d'elle-même, c'est la bourgeoisie coloniale. Donc ce que Latour et Schulz ont oublié de voir, c'est que toutes les classes sont déjà des classes écologiques. À partir de là, il faut redéfinir non pas la classe écologique, mais le prolétariat comme une classe écologique avec une nouvelle composition. Et là, il me semble que ce qui est intéressant, c'est de se dire que peut-être que le prolétariat, à cet égard, n'est pas composé simplement d'êtres humains. Il est composé de tout un tas d'êtres vivants qui sont mis au travail par le capitalisme. Je ne sais pas, 50 milliards d'animaux d'élevage abattus tous les ans, c'est bien des animaux qui sont mis au travail par le capitalisme. Des milliards de plantes qui sont mises au travail pour augmenter les profits, c'est bien des êtres vivants qui sont mis au travail par le capitalisme. Alors, ils ne le sont certainement pas de la même manière que les humains, mais néanmoins, le capitalisme, on pourrait dire, c'est une formidable machine à mettre au travail l'ensemble des vivants. Et à cet égard, si on part de ce principe-là, ça signifie qu'il faut redéfinir le prolétariat, non plus simplement comme un prolétariat strictement humain, mais aussi comme un prolétariat ouvert aux non-humains, qui du coup comporte énormément d'autres espèces que des humains. C'était au Chili il y a quelques semaines, les apiculteurs chiliens qui subissent de plein fouet une réforme agraire très violente ont amené une 60aine de ruches devant le Parlement. Ruches qu'ils ont laissées là, puis ils sont partis, et du coup il y avait à peu près 30 000 abeilles devant le Parlement. Ce qui signifie que repenser la composition écologique du prolétariat, ça invite aussi à repenser des alliances ou des tactiques possibles de résistance commune avec des vivants non humains. En l'occurrence avec des abeilles qu'on peut amener devant le Parlement et qui ont attaqué au moins 7 policiers. Donc des débordements possibles conjoints. À partir de là, voilà, je pense que c'est à partir de cette recomposition écologique du prolétariat qu'on peut essayer de repenser peut-être des stratégies politiques et des formes d'organisation politique. J'ai proposé comme ça, mais très en passant rapidement, de parler de soviets écologistes ou soviets du vivant, c'est-à-dire de formes d'organisation, de conseils dans lesquels seraient impliqués non seulement des humains, mais aussi des non-humains. Les soviets, évidemment, c'est pas que de la provocation, c'est une des formes d'organisation les plus importantes de l'histoire du mouvement ouvrier, qui naît en 1905 et qui consiste à faire que dans tous les régiments, ça après 1917, dans toutes les communes, dans tous les quartiers, dans toutes les usines, les décisions sont prises de manière collective par les conseils. Soviet, ça veut simplement dire conseil. C'est la stratégie principale, disons, des débuts de la révolution de 1917. Le soviet, repenser le soviet comme forme d'organisation, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire repenser que le pouvoir doit se situer sur les lieux de production, sur les lieux de travail, et que dans beaucoup de lieux de production et dans beaucoup de lieux de travail, il n'y a pas que des humains qui sont impliqués, il n'y a pas que des humains qui participent du prolétariat. Si tous les vivants sont mis au travail par le capital, il faut aussi repenser des organisations qui soient capables de prendre en compte cette structure du prolétariat. Je ne crois pas qu'on en soit en période révolutionnaire.
plutôt en période franchement contre-révolutionnaire, voire néo-fascisante, et que donc du coup l'idée de soviet écologiste, de double pouvoir, c'est des idées que je suis prêt à défendre, mais peut-être pas dans les quelques semaines qui viennent. Pour parler peut-être plus de tactique, je pense que en revanche, ce qui est important et qui serait important pour le mouvement climat notamment, c'est d'accentuer des alliances qui ont commencé à avoir lieu, qui sont des alliances entre travailleurs ou entre des formes d'organisation classiques du mouvement ouvrier ou du mouvement du travail et le mouvement climat. L'exemple que j'ai en tête, c'est peut-être la seule réussite de la COP26 à Glasgow, le fait qu'il y ait eu une jonction, à un moment, un soutien apporté par le Front Climat à la grève des éboueurs qui avait lieu à Glasgow depuis au moins 3 semaines et qui luttait pour leurs conditions de travail, une revalorisation des salaires, une meilleure protection de santé, etc. C'est-à-dire resituer aussi le conflit écologiste à un lieu de production de la machine économique, à un lieu de production de la valeur par le capitalisme. C'est pas forcément nécessairement la production, l'usine comme simple lieu d'organisation, mais c'est en tout cas ne pas oublier que c'est dans ces lieux de production de valeur ou de circulation de valeur que le capitalisme peut continuer de se développer et de détruire la nature. Donc ce retour-là, je pense, ce retour à la politisation des lieux de travail que je propose d'appeler soviet écologiste, c'est ça, il me semble, qui est important et qui commence à apparaître dans un certain nombre de mouvements. Ça va des grèves de Glasgow jusqu'au soulèvement de la Terre, par exemple, qui politise un peu cette question en ce moment. Voilà. Merci pour votre attention. Eh bien, merci à Paul pour ce résumé assez compact de son bouquin. Y a-t-il des personnes qui souhaiteraient faire une première réaction? Alors, vous n'êtes pas obligé c'est pas obligatoirement des questions, ça peut être une intervention. Hein, vous avez le droit d'argumenter, de vous mettre en travers, de dire je suis pas d'accord avec lui, qu'il a fumé de la moquette, lui. Qu'est-ce qu'il nous parle, le soviet écologique, là, ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc on est tout prêt à vous entendre. Allez, voilà. Ouais. J'enlève le. Ouais. Du coup, il faut. Si je vous comprends bien, il faudrait récupérer la terre, du coup, pour enrayer sur une sortie du capitalisme. Ouais. Ouais. Mais du coup, ouais. Ouais. Donc, parce que du coup, concrètement, je pense pas que tout le monde. Enfin, moi, je fais partie des. Je pense un peu pareil, mais je suis pas sûre que tout le monde ait forcément envie de revenir à un mode de vie un peu agricole, etc. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est possible de penser qu'il y aurait certaines personnes qui voudraient recréer un mode de vie comme ça, où on se réapproprierait des morceaux de terre, même penser à un truc en réseau, pourquoi pas, mais qu'en parallèle de ça, il y aurait la grosse machine capitaliste qui continue son truc et finalement Enfin bon, voilà, du coup. Ouais, bah ouais. C'est en fait il y a 2 questions, j'ai l'impression, dans votre remarque. La première, c'est est-ce que il faut un retour à la terre pour lutter. Il faut pas un retour à la terre, mais se réapproprier la terre, reprendre la terre pour lutter contre le capitalisme. Oui, pour réobtenir des modes de subsistance et des modes d'autonomie, quoi. Pour obtenir voilà des lieux et des conditions de subsistance qui ne soient pas dépendantes du marché, de l'agro-industrie, du fait de vendre sa force de travail sur le marché du travail, etc. Ça, c'est la première question et j'en suis persuadé. Je pense qu'il commence à y avoir pas mal de réflexions un peu d'ampleur. Je parlais des soulèvements de la terre. Par exemple, c'est un mouvement politique qui essaye de penser précisément cette question de comment on se réapproprie des terres. Par exemple, ils ont organisé fin janvier un mouvement de défrichage et de réappropriation de terres en friche en Franche-Comté. Voilà, donc des mouvements politiques qui consistent à dire il faut qu'on se réapproprie la terre. On peut le penser de 2 manières. Par exemple, un autre groupe qui fait partie de la Confédération paysanne, qui s'appelle l'Atelier Paysan, et qui dit il faut réinstaller 10 millions, là c'est la version maximaliste, 10 millions de paysans en France, parce qu'il y a une déprise agricole, et que si on veut faire de l'agroécologie, il faut beaucoup de paysans pour lutter contre l'agro-industrie.
Ça, c'est la première question et je pense que c'est le cas. La deuxième question, en fait, c'est une question sur la ville, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on fait de la métropole ? Qu'est-ce qu'on fait de la ville et de la métropole ? Alors, comme tu as commencé par me présenter par un Parisien, j'assume le fait d'être parisien et d'être complètement métropolitain et de ne pas avoir envie de quitter la ville. C'est-à-dire pour plein de raisons affectives et pas que politiques, quoi. J'ai pas envie de quitter la ville, en tout cas pas à plein temps. Et en plus, au-delà de la question du désir de quitter la ville, il y a le fait que c'est impossible pour énormément de gens. C'est-à-dire que pour plein de gens qui n'ont pas les moyens, je pense notamment aux populations immigrées, on ne reprend pas la terre de son colonisateur c'est aussi facilement que ça. Déjà parce qu'on n'a pas accès à la propriété, parce qu'on n'a pas accès aux moyens financiers qui permettent d'acheter de la terre, aussi peu chère soit-elle, parce qu'on n'a pas les moyens de s'organiser, etc. Donc en fait, il y a aussi un fait qui est qu'on ne peut pas attendre l'abandon, je crois, et c'est pas souhaitable, l'abandon des villes. En revanche, dans les villes, c'est une autre question. C'est la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour continuer à exister en ville, à subsister en ville même, en luttant contre des formes de métropolisation. Ce qui est un peu différent que des formes d'urbanisation simplement. On peut vivre en ville sans que la ville soit complètement métropolisée. Métropoliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire accentuer les tendances à la séparation fonctionnelle des espaces. Accentuer les tendances à transformer la ville en un simple lieu de production de valeur. Typiquement, aujourd'hui, un des grands mouvements de métropolisation en région parisienne, c'est tout ce qui est lié au Grand Paris et au JO 2024. Donc là, tous les espaces qui étaient encore des espaces de subsistance, de jardin, d'autonomie, etc., ils sont rasés et on construit, par exemple, à Aubervilliers, dans ce qui était d'anciens jardins ouvriers, on construit un solarium. Pour les JO 2024, mais qui sont en fait des infrastructures qui vont ensuite servir pour la gentrification ultérieure. Mais là, c'est une autre question. Je pense qu'il faut pouvoir, en tant qu'écologiste, considérer que lutter contre la métropolisation en ville, c'est aussi une forme d'attachement à la terre. C'est peut-être pas la même forme d'attachement à la terre, mais c'est une forme d'attachement à nos conditions de vie, à des conditions de subsistance, que ce soit des jardins ouvriers ou bien aux espaces agricoles qui sont à côté des grandes métropoles. On peut très bien défendre, par exemple, qu'une ville qui soit pas trop métropolisée, elle ait une ceinture agricole extrêmement développée qui nourrisse sans doute pas toute la population, mais une partie de la population. Ça, c'est des logiques dans lesquelles on peut penser le fait d'être écologiste en ville. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, quoi. Aussi, précisément, parce que comme vous le disiez, après j'arrête de parler, parce que c'est pas forcément désirable pour tout le monde le fait de quitter la ville, ni possible, ni nécessairement désirable. Et je pense qu'il faut prendre en compte cette structure-là, quoi. Oui, juste pour merci. J'ai pas encore lu l'ouvrage, mais pour rebondir en effet à ces points-là, il y a eu en octobre les premiers états généraux de la société écologique du post-urbain. Donc il y a eu des actes, il y a un manifeste qui est publié et ça pose vraiment cette question de aller au-delà des métropoles. Et je pense que voilà, vos réflexions seraient peut-être intéressantes pour continuer à échanger là-dessus. Mais une question qui était posée aussi lors de ces rencontres, c'est comment on recrée en effet un attachement et une nouvelle sensibilité en fait à la terre et au vivant quand on vit entouré de béton. C'était une question qui revenait et en même temps il y avait aussi présent Athée Descarmonde et qui disait aujourd'hui ce n'est pas un choix pour tout le monde et la ville est organisée aussi avec beaucoup de ressources, on s'en rend pas compte, mais de ressources liées justement à tout ce qui est ce qu'a produit l'état de droit, c'est-à-dire qu'avec avec l'argent du capital qui est pris et qui est encore un peu aujourd'hui redistribué, mais avec beaucoup de solidarité dans les quartiers et qui fait qu'en milieu rural tout le monde ne peut pas. Et la question aussi de la dépendance à la question à la à la mobilité. Donc ce qui pointe derrière là, du coup, je reviens à ma question, c'est plutôt quand j'entendais, donc merci pour tous ces éléments, les trois exemples, voilà, c'est éclairant. Et je me disais, y a-t-il un point, un lien, potentiellement une filiation entre l'idée de soviet écologique ou soviet du vivant et ce que proposait
dans sa théorie de l'écologie sociale, Murray Bookchin avec le communalisme libertaire, puisque d'abord il pointe ce terme écologie sociale en disant que l'écologie, la crise, la catastrophe écologique n'est pas dissociable de la question des rapports de domination. Et qu'on a trop tôt d'oublier ça, et que derrière, si on oublie ça, on pense que la technique et les technologies vont pouvoir résoudre la catastrophe écologique. Donc petit 1, donc, en amont de la catastrophe écologique, il y a des rapports de domination multiples. Et ensuite, la catastrophe écologique qui est liée à la centralisation du pouvoir. Et donc, il y a une crise démocratique qui fait qu'on a aussi été non seulement dépossédé de la terre, mais dépossédé de la gentilité des humains eux-mêmes, avant qu'on oublie que d'autres personnes non humaines, puisque la catégorie même d'humain, selon la référence après des grands dualismes et des catégories philosophiques occidentales modernes, qui fait qu'elle a mis d'un côté l'être et le non-être, et après, paf, les grandes divisions, nature, culture, masculin, féminin, être, non-être, etc. Et donc voilà, est-ce que ça vous a nourri aussi cette pensée écologique, sociale, et voilà, pour l'instant, c'est bon. Ouais, alors merci pour la société écologique post-urbain, je connaissais pas, donc je vais aller voir. Ouais, ça fait écho à pas mal de choses, y compris dans des collectifs qui réfléchissent sur les questions de reprise de terre, etc. Sur Bookchin, oui, bah tout à fait. Ouais, c'est très proche du municipalisme libertaire et des formes de communalisme, etc. Mais peut-être un des lieux de différence, quoi, c'est très philosophique là, ou très cosmologique, quoi, comme je disais. C'est que je pense Bookchin, il a parfois tendance à créer une histoire extrêmement longue, extrêmement linéaire de la domination, et à faire comme si toutes les formes de domination de la nature aboutissaient quasi nécessairement à la crise écologique, comme s'il y avait une forme et parfois ça aboutit, je trouve, quasi à une forme de naturalisation. Il serait pas du tout d'accord avec ça, c'est pas gentil de le faire dire ça, mais c'est une histoire tellement de longue durée de la domination et de la crise écologique que ça aboutit parfois à nier les ruptures ou les discontinuités et les moments où on peut précisément politiquement se réapproprier ça. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce qu'en fait je pense, là c'est un peu provocateur, qu'il faut distinguer domination de la nature et destruction de la nature. Je pense qu'il y a plein de formes de domination de la nature qui n'aboutissent pas à des crises écologiques. Par exemple, on peut très bien considérer que le néolithique, l'élevage, comme le fait un anthropologue, par exemple Tim Ingold, c'est déjà une forme de domination de la nature, domination des vivants. C'est des formes de domination dans lesquelles on n'aboutit pas à une crise écologique, en tout cas certainement pas à une crise écologique globale. Donc il y a des formes de domination de la nature qui n'aboutissent pas à des formes de crise écologique. On peut en faire la critique d'un point de vue politique, mais du point de vue matérialiste des cycles d'échange métaboliques, c'est pas des espaces dans lesquels on peut faire la critique. Si par exemple on veut faire la critique du néolithique et des formes d'élevage, parce que comme le dit Tim Ingold, dans les sociétés d'élevage, il y a toujours des formes de pastoralisme, de patriarcat qui sont liées à la manière dont on traite les animaux. La manière dont on traite les animaux témoigne aussi de la manière dont on traite les humains, avec des formes de domination. Ça c'est une critique politique qu'on peut adresser. C'est, me semble-t-il, pas une critique écologique, donc une critique un peu différente. Alors là encore, je précise parce que je veux pas non plus m'enfoncer dans des positions absurdes. On peut tout à fait, et il est tout à fait légitime de faire les critiques des formes de domination de la nature. Je crois que le capitalisme, c'est le seul régime écologique qui aboutit à une crise écologique globale. Et pour ça, il faut avoir une lecture beaucoup plus périodisée de nos rapports à la nature que ne le fait Bookchin, je pense. Que voilà, c'est pas l'histoire du néolithique qui aboutit à la crise écologique. C'est l'histoire des formes d'appropriation de la terre, de mise au travail des vivants, qui sont liées au capitalisme, disons, depuis le XVe siècle, quoi. C'est une histoire beaucoup plus courte. Et donc, une histoire dont on peut se ressaisir, et une histoire sur laquelle on peut agir aussi. Voilà, mais après, sinon, sur le municipalisme libertaire, oui, c'est très proche dans les formes d'organisation. Ouais. Bon, c'est moi qui vais m'y mettre.
En lisant ton bouquin, je me suis aussi pas mal interrogé. Alors, je reviendrai pas sur ce que tu dis sur Marx. Hein, il a découvert enfin pour moi en tous les cas, des relations entre Karl Marx et les populistes agraires ou ruraux russes, qui quand même remettent un peu en cause une certaine historiographie marxiste. Dans lequel on disait en gros globalement les paysans c'est une grande masse informe, la révolution ne viendra que de la part de la classe ouvrière concentrée dans ses bastions et organisée en tant que telle, classe en soi, classe pour soi, hein, tout ce débat-là. Ce débat-là est intéressant, mais il renvoie à des choses beaucoup plus contemporaines en fin de compte, parce que dans la réflexion que tu mènes sur le rapport à la terre et sur cet équilibre entre en gros on aura toujours besoin de transformer notre environnement pour pouvoir ne serait-ce que nous nourrir, que nous loger, que nous déplacer, de faire ces choses-là. Comment est-ce qu'on peut imaginer, à quelle échelle peut-on aujourd'hui raisonner de manière raisonnable pour rester dans une nouvelle cosmologie et un nouveau rapport à la nature? Par exemple, il y a des expériences qui existent aujourd'hui qui sont au Chiapas, par exemple, où eux, ils sont très branchés, y compris quand on lit Jérôme Bachet, cette réflexion sur des temporalités, hein, tu en parles aussi dans ton bouquin, donc tout, mais aussi ce qui se passe au Rojava. Mais aussi, je vais peut-être surprendre certains, ce qui peut se passer à d'autres endroits en France, ce qui s'est passé dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ou ce qui se passe dans certains coins obscurs de Bretagne, où des gens se regroupent pour essayer de faire des visions alternatives, où le rapport à la Terre est relativement essentiel. Est-ce que ces petites choses-là sont des petites graines qu'on peut imaginer qu'elles vont pousser, ou est-ce que c'est uniquement quelques utopies locales, post-68 Armes, mais décalées de 50 ans, quoi? Non, ça sert à rien, je pense. Non, c'est une blague. Oui, non, évidemment, c'est les lieux d'expérimentation principaux écologistes et les lieux de réinvention de nouvelles formes de vie. Donc, c'est les conditions à différentes échelles, parce que mettre sur la même échelle la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et le Chiapas, c'est déjà des changements d'échelle extrêmement importants, quoi. Peut-être qu'il y a des correspondances dans les formes d'organisation et dans les formes de réinvention, mais pas dans les échelles. Donc je pense voilà, plus c'est large, je pense, mieux c'est, quoi. Mais ça part toujours de nouvelles formes de réappropriation locale de la terre et des moyens de subsistance. Le seul point aveugle, enfin pas point aveugle, c'est pas du tout un point aveugle, mais le seul truc important d'écologie sur lequel la réappropriation territoriale ne peut pas jouer, c'est sur le changement climatique. Parce que le changement climatique, il est par nature globale, t'émets du CO2 à l'autre bout de la planète et ça transforme le climat chez toi. Typiquement, c'est les exemples, le Mozambique qui est sans doute un des pays qui est le moins responsable du réchauffement climatique mondial et qui est le plus soumis aux effets des catastrophes naturelles produites par le réchauffement climatique. Donc voilà, il y a des trucs qui se passent pas sur ton territoire, qui au niveau climatique modifient radicalement tes formes d'organisation et tes formes sociales de subsistance. Et à ce niveau-là, je pense que l'échelle de la réappropriation territoriale, elle a peu de pouvoir sur les questions climatiques. Et que là, c'est moins une question d'échelle que une question des formes d'organisation. Et face à ça, je pense que malheureusement, il faut des organisations qui soient capables de prendre le pouvoir et de faire peser, ou en tout cas qui soient capables de faire peser sur ceux qui ont le pouvoir des réformes très profondes des modes de production, et qui donc du coup dépassent simplement la question des modes de réappropriation des modes de réappropriation de la terre. Pour le dire de manière un peu moins abstraite, en gros, pour faire quelque chose d'un point de vue climatique, même les capitalistes s'en sont rendus compte, il faut des accords internationaux. Pour l'instant, les accords internationaux, ils aboutissent à strictement à rien. Mais néanmoins, il faut des accords internationaux, parce que si d'autres pays continuent, en fait, les effets du changement se font ressentir partout. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on fait pour faire pression sur ou bien ceux qui ont le pouvoir, ou bien pour prendre le pouvoir, pour changer ces questions-là. Je pense qu'au niveau du climat, ça n'est pas, on peut pas se limiter à la question de la réappropriation de la terre, quoi. Voilà. Et comment on fait ? Ça j'en sais rien, j'ai pas de solution. Alors je vais vous faire un programme, j'ai une recette. Non, mais c'est comment on fait, je pense, pour le coup, peut-être les indices, il faut les trouver là où ils sont déjà. C'est-à-dire pas penser qu'on va pouvoir faire des programmes abstraitement, mais voir que dans les luttes
actuelle, il y a déjà des signes de ce qui peut se passer. Un des signes, c'est un peu con, mais je pense que c'est hyper fort. Le fait que une collégienne de 14 ans remobilise le vocabulaire de la grève pour se lancer dans des luttes pour le climat, alors que c'est pas sa culture politique. Je pense évidemment à Greta Thunberg et l'idée de lancer des grèves pour le climat. Je pense que c'est très important et ça signifie quelque chose. Ça signifie que certains moyens, certaines formes de mobilisation du mouvement ouvrier sont pas dépassées, mais doivent au contraire être réappropriées, parce que le seul truc qui les fera véritablement changer, en fait, ça sera d'attaquer les lieux de production de valeur, quoi. Les lieux de production de marchandises et de circulation des marchandises. Sans quoi, on peut faire plein de démonstrations et d'actions aussi jolies et radicales qu'on veut, mais en fait, si on bloque pas là où la valeur se produit, il n'y a pas de moyen, je pense, de les faire changer de politique climatique, quoi. Pour faire sauter les pipelines, c'est ça ? Il faut en partie faire sauter les pipelines, ouais. Il faut, comme le disait Andreas Malm, et c'est clair qu'il faut en partie faire sauter des pipelines, mais je suis pas sûr que faire sauter des pipelines à soi seul ça suffise, déjà parce que il faut des organisations capables de faire sauter les pipelines. Il y en a pas tant que ça. Faut des gens formés pour ça prend du temps. Et voilà. En fait, on fait sauter les pipelines dans la lutte contre certains grands projets. Mal m'en parle pas bizarrement, mais un endroit dans lequel on a fait sauter beaucoup de pipelines, c'est aux États-Unis, dans les mouvements notamment de Standing Rock contre le Dakota Access Pipeline, qui était un énorme pipeline qui devait traverser des zones Dakota, qui a été construit et finalement il y a eu plein d'actions pour faire sauter des pipelines, etc. Il a été construit, mis en service, et finalement il y a eu une enquête environnementale qui a montré qu'il polluait trop les endroits, et donc du coup le juge l'a interdit a posteriori. Donc voilà, là il y a des moyens effectivement, des tactiques de cet ordre-là, quoi. Merci d'abord. Moi j'ai une question sur un aspect que un aspect de ton livre dont t'as pas reparlé là, qui est dans la 4e partie, le rapport entre Mariátegui et Ernst Bloch sur la question du mythe mobilisateur. Et en gros, Mariátegui mobilise le mythe du communisme inca, t'en as rapidement parlé là. Et Bloch fait toute une discussion sur les mythes qui mobilisent, qui meuvent vraiment les masses populaires, etc. Et il s'intéresse en particulier, il me semble, à la question de la maison, du sol, et toutes les questions qui, dans les années 30, sont évidemment mobilisées par les nazis allemands, et qui parviennent à créer une sorte de moteur populaire, enfin qui mobilise la nation grâce à ces mythes-là. Et il me semble que la discussion elle est particulièrement intéressante parce qu'elle résonne aussi avec aujourd'hui, de qui c'est qui parle de la terre, d'une forme de retour au territoire conçu comme le territoire national, etc. Ben, évidemment, c'est plutôt les fascistes. Donc je trouve ça salvateur d'essayer de dire on va pas juste leur laisser ça, les questions de la terre territoriale, etc. Mais du coup, il y a une première question qui est chez Bloch, je vois bien du coup quel mythe il essaye de tirer à lui et de tirer du côté communiste, etc. Aujourd'hui, j'ai du mal à voir le mythe mobilisateur qui y a derrière. Retour à la terre, retour au vivant, etc. J'ai l'impression que c'est pas mythe mobilisateur, que ça meut pas réellement les foules, pour le dire comme ça. Et ça me fait penser que, et c'est ma deuxième remarque, que très récemment, alors c'est en 2019, il y a un moment qui moi m'a vraiment, je sais pas, politiquement beaucoup marqué, qui est le 16 mars 2019, où il y a à la fois une grande manif des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées qui détruit les Champs-Élysées, et qui est assez impressionnant parce que c'est un peu le cœur battant en France du capitalisme affiché, etc. Bon. Et de l'autre côté, une manif climat, justement, entre 50 000 et 100 000 personnes qui partent de l'Opéra et qui vont vers la République. Et là, vraiment, tu te dis, mais ces gens-là viennent sur les Champs-Élysées. Il y avait, je pense, 10 000 personnes sur les champs, entre 10 000 et 20 000. Il se passe quelque chose, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui fait que... Bon, évidemment, le livre essaye de colmater cette espèce de brèche-là, j'imagine,
Mais du coup, moi, ce que je me demande, c'est l'écologie. J'arrive pas, depuis entre autres ce jour-là, j'arrive pas à faire confiance à quelqu'un qui se dit écolo. J'ai l'impression que c'est un pur acte de. Oui, en effet, du point de vue critique et rationnel, il faut être écolo, il faut sauver la planète, il faut avoir un rapport au vivant, etc. Mais le mythe mobilisateur, il est, je sais pas comment dire, il est trop rationnel, il est un peu perché comme ça, et il fait que concrètement. Eh ben, on n'y va pas, quoi. Il n'y a pas une mise en jeu, il n'y a pas une prise de risque réelle. Donc, bon, ça, c'est le premier plan. Et après, juste un tout petit, un dernier point sur le fait que la stratégie du un peu retour à la terre, conseil, soviet écologiste, etc. Toi, tu t'empruntais tout à l'heure la formule de post-68 art, mais 50 ans plus tard. Et en effet, j'ai l'impression que dans les années 70, il y a beaucoup ça qui s'est passé. Ce mouvement, en fait, il a eu lieu dans tout le sud de la France. En Ardèche, c'est plus de 100 communautés en l'espace de 1 ou 2 années qui débarquent. Les gens il se passe un truc vraiment fou. Aux États-Unis, c'est entre 1 et 2 millions à la toute fin des années 60. 1 et 2 millions de personnes qui partent à la campagne, vivent dans des communautés, etc. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut qu'on tire les leçons de l'échec de ça. Et que du coup, je sais pas à quel point tu partages ça, etc. Mais dans Soviet écolo, je dis pas que c'est la même chose, mais je me demande s'il y a suffisamment l'empreinte de ce qui est aussi un échec de la fin du XXe siècle. Ok. Merci Merci pour les questions. Alors, en fait, je pense sur la question du mythe et de la manif du 16 mars. En fait, j'ai envie de les distinguer parce que ça va me permettre de m'en sortir un peu. Je pense qu'il y a des mythes en train de se constituer qui sont des mythes qui ont la potentialité de devenir hyper mobilisateurs. Je pense quand même que, tu vois, cette manif du 16 mars, c'était quand même frappant parce que il y avait les Champs-Élysées où ça cramait. Et il y avait la manif du 16 mars où il y avait un nombre d'enfants, de collégiens et d'ados hallucinant, quoi. Et quand même, tu vois, ça mobilise pas de la même manière et ça mobilise sans doute pas les mêmes personnes, sans doute des classes moyennes blanches, urbaines, etc., moins radicaux, mais ça mobilise aussi des enfants et des collégiens, etc. Et en fait, je pense que c'est quand même, du coup, il y a quelque chose comme de l'ordre de certains mythes qui ont la capacité de mobiliser certaines personnes et qui sont en train de se constituer. Je mettrais pas, tu vois, je serais moins critique que toi sur la capacité de ces mythes à faire passer à l'action, parce que je crois qu'ils le font pour une partie de la population mondiale. C'est quand même des grèves massives à l'échelle mondiale. Mais effectivement, c'est des grèves hyper je sais pas, plan-plan, fondé sur la désobéissance civile, le respect de l'état de droit, sur le refus de la violence, en fait, sur des formes de mobilisation. Et alors la question, c'est plutôt, enfin pour moi la question, c'est plutôt que celle du mythe mobilisateur, c'est qu'est-ce qui fait, pourquoi ce mouvement climat est très largement un mouvement, disons qu'on va dire pacifiste, légaliste et citoyenniste, quoi. Bon, je pense que d'abord c'est lié à une partie de sa composition sociale, qui est quand même, en tout cas dans les pays du Nord, une composition, on va dire majoritairement classe moyenne sup, quoi. Et donc à cet égard, des gens qui sont largement intégrés à la machine reproductive capitaliste, ou en tout cas à l'État capitaliste, et qui sont pas encore prêts à être franchement dans des politiques de rupture. Donc c'est lié à cette composition-là, et puis c'est aussi lié au fait que le fait de passer de la non-violence à la violence, c'est-à-dire de changer de mobilité, de mode d'action, ça suppose des processus, ça suppose des expériences, et ça se fait pas absolument du jour au lendemain. Je pense que ça arrive. Tu vois, j'ai en tête une autre manif différente, c'est celle qui fait suite à celle-là, du 20 septembre 2019, 20 ou 21 septembre 2019, dans laquelle c'est une manif du mouvement climat, dans laquelle à Paris, les gilets jaunes, peut-être 5000, prennent la tête du cortège. Et en fait, là, le cortège de la manif climat explose
parce que bon, il y a des affrontements avec la police, etc. Et en fait, ça change complètement la configuration. Ça polarise au sein du mouvement climat entre ceux qui sont prêts à changer leur mode d'action et ceux qui veulent rester sur des modes hyper citoyennistes, légalistes, etc. Mais du coup, en fait, je pense que ce genre de jonction fait qu'il faut arriver à polariser ce qu'ont fait les Gilets jaunes à ce moment-là, à polariser le mouvement climat de l'intérieur. Et à montrer que en fait, le mouvement climat, pour l'instant, il est tellement large, tellement général, qu'il y a certains de ces éléments qui vont être en fait très intégrés à l'appareil d'État et au capitalisme, et d'autres éléments qui vont être beaucoup plus radicaux et beaucoup plus déterminés. Mais ça se voit par exemple même au sein de certaines organisations, tu vois, Extinction Rébellion, je trouve qu'il y a des franges, c'est hyper intéressant comme mouvement parce qu'il y a des franges, bon maintenant moins je pense, mais il y a 1 an ou 2, il y avait des franges hyper intégrées au discours citoyenniste. On va demander gentiment aux gouvernants de prendre conscience du fait qu'il y a une crise climatique, au cas où ils n'auraient pas compris. Et d'un autre côté, des franges beaucoup plus radicalisées, qui d'ailleurs en fait ont été en tout cas à Paris, étaient très proches des gilets jaunes, etc., qui étaient prêts à avoir des modes d'action et des modes de politisation très différents, quoi. Donc voilà, je pense voilà, s'il fallait employer des il faut qui sont un peu abstraits et absurdes, ce serait à amener le mouvement écologiste à se radicaliser, c'est-à-dire à se polariser, quoi. Technique léniniste de la fracture au sein du mouvement écologiste. C'est-à-dire dire que le mouvement écologiste climat dans son ensemble, il a aucune perspective parce qu'il brasse beaucoup trop large en fait. Il brasse des gens qui sont beaucoup trop conservateurs et des gens beaucoup plus anticapitalistes. Que donc du coup en fait il doit y avoir des ruptures, je pense, au sein de ce mouvement. Et après voilà, et juste pour revenir sur la question du mythe, parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Je sais pas quels sont les mythes mobilisateurs, mais en tout cas je suis certain que des questions de réappropriation de la terre, c'est des mythes extrêmement mobilisateurs. En fait, le dernier, par exemple, le dernier congrès de Zemmour dans le Nord, je sais pas, tout le monde s'est mis à chanter les corons. Là, vous voyez la chanson au Nord, c'était les corons de Bachelet, je crois. Et donc chanson de l'identité, de la réappropriation du territoire. Et donc en fait quand même c'est extrêmement mobilisateur la question de la réappropriation du territoire. Peut-être, là je vais être un peu comme Blore, comme dans les années 30, le mouvement anticapitaliste il est globalement dans son ensemble en train d'abandonner la question de la réappropriation du territoire aux fachos, quoi. Et bon, je pense que une des manières de lutter contre eux, c'est de remythifier des formes de retour à la terre. J'ai pas répondu du coup et je parle énormément pour ne pas répondre à tes questions sur la question de l'héritage des années 70. Écoute, je sais pas, je pense que d'autres personnes seraient mieux placées que moi pour parler de cet héritage, mais je pense qu'une de ses limites, ça a été principalement de se penser comme selon l'idée que la démission ou la destitution ou l'auto-organisation de certains espaces autonomes serait suffisante, quoi. Et je pense que ces espaces ils sont hyper importants mais absolument pas suffisants tant qu'on n'appuie pas sur les lieux dans lesquels les gens sont exploités et les natures détruites, à savoir les lieux productifs, quoi. Les lieux d'exploitation du travail et de destruction de la nature. En fait, pour moi, je pense que le point aveugle de ces mouvements, c'était la question de la politisation du mouvement syndical, du mouvement du travail, etc. Qui fait que, pour revenir à la question de départ, la plupart des gens, ils peuvent pas quitter la ville, puisque c'est là où ils ont un boulot, et que un des lieux dans lesquels on produit de la marchandise, et donc dans lesquels on détruit l'environnement, c'est pas les campagnes, c'est les villes et les espaces industriels, quoi. Donc voilà, je sais pas si ça répond vraiment, mais... Un petit exemple quand même pour prolonger ce que disait notre intervenant sur cette liaison entre fin du mois et fin du monde. Ça fait cogiter beaucoup de gens. Alors nous, un exemple concret à Toulouse là-dessus, c'est l'aéronautique.
Il y a eu des amorces de mobilisation à Toulouse autour de l'aéronautique. L'avion étant un des emblèmes du réchauffement climatique et d'un réchauffement climatique généré par des classes sociales qui voyagent beaucoup et qui ne sont pas la classe ouvrière ou les prolos. C'est les riches qui voyagent beaucoup et qui polluent beaucoup en l'occurrence. Et on se rend bien compte sur le terrain, on arrive à mettre à Toulouse, dans un même collectif, des gens qui sont à la fois des syndicalistes de la CGT, qui sont des ONG, qui sont des riverains, qui sont des gens d'univers très différents, y compris avec des imaginaires politiques et militants très différents. On a même appelé l'autre jour à une manifestation devant l'aéroport de Blagnac, où il y avait Greenpeace, le réseau Action Climat, la coordination CGT, l'aéronautique, des riverains et tout, donc un réopage très divers de gens. On a rassemblé 40 personnes. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le chemin est long à parcourir encore. Pour passer de ce que tu appelles d'un côté le rôle historique de l'émancipation à travers le mouvement ouvrier, et de l'autre côté la préservation de la nature ou l'approche écologiste de l'histoire, où on sent que les amorces, elles démarrent tout juste. Et qu'il y a un énorme travail, y compris conceptuel chez les gens, pour accepter l'idée que ces deux choses-là sont complémentaires. Alors toi, tu les démontres à travers ton analyse, y compris... moi, j'aime bien résumer Marx en disant ce qu'il a apporté Marx, et qu'il nous a démontré en gros que le capitalisme, c'est la prédation sans fin des ressources naturelles et l'exploitation sans fin du travail humain. En gros, il n'y a que ça. Tu le dis en début, il n'y a que ça. Dans un avion, il n'y a pas autre chose que des matières premières et du travail humain, pas autre chose. Et donc, comment est-ce qu'on peut imaginer arriver à faire rentrer cet univers-là dans l'esprit collectif des gens, les faire évoluer vers le fait de dire que ces deux choses, elles doivent marcher de front. Moi, je veux rien faire rentrer dans l'esprit de qui que ce soit. Mais je pense que c'est important parce qu'en fait, c'est simplement dans les luttes que ce type de rapprochement il peut se constituer. C'est-à-dire, c'est dans les luttes qu'on s'auto-éduque sur les questions qui comptent. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai pas de réponse sur les questions stratégiques. C'est-à-dire, par exemple, si en ce moment en région parisienne et ailleurs, il y a eu des énormes mouvements chez les travailleurs du déchet suite à la fusion de Suez et Veolia, et du coup, il y a eu quelques écolos qui sont allés en soutien. Ce qui ressort de ça, c'est de la lutte qui dira ce qui va en ressortir. Mais je pense le seul truc, voilà, c'est ça, c'est accentuer les lieux dans lesquels les luttes elles produisent ce genre de rapprochement. Ça veut dire, je pense, pour disons ce qui est d'habitude le mouvement anticapitaliste, forcer le mouvement climat à se positionner sur des questions qui vont forcément le faire exploser, mais en même temps l'amener à se radicaliser. Si on dit par exemple que faire une transition écologique, ça suppose de fermer certains secteurs de l'économie. Ça veut dire par exemple fermer les secteurs de l'économie fossile. Ça veut dire qu'en fait on défend que des dizaines de milliers de personnes vont se retrouver au chômage. Ça veut dire que si on est cohérent, il faut défendre une assurance chômage hyper forte ou je sais pas, un revenu garanti ou un salaire à vie, voilà, on l'appelle ça comme on veut, mais il faut défendre des formes de protection sociale qui accompagnent les formes de transition écologique. Donc en fait ça devrait être à mon avis un point assez clivant porté par les anticapitalistes au sein du mouvement climat, qui est quelle est votre position sur le revenu garanti, sur l'assurance chômage, etc. Et tant que vous n'avez pas pris de position sur l'assurance chômage, le revenu garanti ou le salaire à vie, de quoi vous pouvez parler quand vous dites qu'il faut fermer certains secteurs de l'économie. En fait, vous êtes en train de dire à des gens vous allez simplement perdre votre boulot. En plus, dans des secteurs, contrairement à la logistique par exemple, où il y a peu d'identification, ouvrière aux tâches et au processus de travail, dans les secteurs du fossile et de la production fossile, il y a des identités ouvrières très fortes. Donc vous pouvez pas dire à des gens vous allez vous retrouver à la rue et perdre ce qui constitue une partie de votre identité sans avoir rien à proposer. Donc ça, je pense, voilà, c'est des mots d'ordre de mobilisation qui doivent permettre de radicaliser et de polariser un peu le mouvement climat, quoi. On va prendre une ou deux questions encore. Moi, j'ai une question sur ta définition du communisme. Parce que, du coup, je voulais savoir si communisme du vivant, ça a apporté quelque chose de plus que la définition du communisme tout court.
Et je lis juste une petite... Enfin, il y a quand même une définition du communisme dans ton livre, qui est, j'imagine, la définition marxiste, quoi, qui est le communisme est le mouvement d'abolition de la propriété privée des moyens de production par une classe révolutionnaire qui lutte contre son exploitation. Et du coup, est-ce que communisme du vivant, c'est ajouter cette nouvelle classe qui est le prolétariat écologique, ou est-ce qu'on y rajoute quelque chose? Enfin, est-ce que c'est une autre définition, quoi? Et pourquoi est-ce que, en fait, enfin bon, pourquoi ça, c'est une question hyper vaste, mais pourquoi en fait est-ce que cette notion de communisme aujourd'hui, en fait, elle mobilise pas du tout? Et enfin, dans certains milieux, et voilà, mais quand même de manière très minoritaire. Alors sur la première question, ouais, non, en fait, en parlant de communisme du vivant, c'est quasiment un pléonasme un peu, d'un certain aspect, parce que en fait, Marx, il y a tout le temps un truc qui est très présent dans le mouvement ouvrier, au-delà de Marx, qui est que le communisme, c'est le mouvement par lequel on abolit les conditions de la souffrance d'individus vivants. Et ça revient tout le temps chez Marx, le fait que les travailleurs, c'est des individus vivants, qu'il faut préserver leurs conditions de vitalité, qu'il faut préserver leurs conditions de vie. Donc il y a toute une dimension du vivant. D'ailleurs, un des concepts centraux du capital, c'est le travail vivant, c'est-à-dire la capacité pour les travailleurs à produire, en dépensant une certaine énergie naturelle, à produire plus que ce qu'il y avait avant. Ça, c'est la définition du travail vivant, donc arriver à la fois à se reproduire en tant qu'être vivant et à produire plus. Donc c'est une catégorie centrale, donc à cet égard, on peut dire, communisme du vivant, ça ajoute pas grand-chose. Mais sauf quand même qu'en parlant de communisme du vivant, je fais un truc un peu déplacé qui est quand même sortir un peu de l'anthropocentrisme, quoi. C'est-à-dire que dire communisme du vivant ou communisme des vivants, ça veut dire qu'il n'y a pas simplement que les humains qui sont des travailleurs vivants dont il va falloir défendre les intérêts. Il y a aussi d'autres travailleurs. Et à cet égard, c'est un prolongement, un déplacement, je pense, de la pensée communiste, en se fondant toujours sur cette idée de la centralité du vivant, mais en montrant que ça concerne plus simplement les humains, et donc une sorte de sortie de l'anthropocentrisme, d'une forme d'anthropocentrisme qui était caractéristique de la pensée communiste, mais de la pensée moderne en général, en fait, quoi. Et après, sur la question de savoir pourquoi le communisme mobilise plus, alors franchement, je pense il y a énormément de raisons. C'est une question hyper difficile, mais une des principales raisons, c'est quand même une histoire de défaite, quoi. Une histoire de défaite, franchement assez profonde, et une histoire des défaites qui est liée à une certaine manière de raconter l'histoire des défaites. C'est-à-dire que c'est toujours les dominants qui racontent leur victoire. En l'occurrence, quand on entend parler du communisme, c'est pas pour dire que c'était un moment génial dans lequel on pouvait faire la fête et dans lequel il y avait plein de droits, quoi. C'est pas ce récit dominant. Donc la première raison, c'est quand même une certaine manière de raconter l'histoire du communisme qui est liée à cette histoire de défaite et de perte, quoi. Et après, quand même, l'autre raison, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'erreurs historiques produites par le mouvement communiste réel, que ce soit en termes d'autoritarisme et d'omniprésence de l'État dans l'ensemble des rapports sociaux, ou en termes productivistes. C'est-à-dire pour deux questions centrales des luttes d'émancipation aujourd'hui, à savoir la question écologique et la question démocratique, on ne peut pas dire que les grands systèmes du socialisme réellement existants, par exemple la Chine ou la Russie, aient donné des exemples très convaincants, quoi. Donc c'est pas simplement parce que les communistes ont perdu, c'est aussi parce qu'ils ont fait plein de conneries. Et que cet aspect-là, je pense, c'est... Voilà. Je pense il faut pas... En fait, c'est compliqué aujourd'hui de se réapproprier le communisme parce que on a deux possibilités. Soit on dit, bon, mais c'était des erreurs de l'histoire, quoi. C'était pas le socialisme réellement existant, c'était pas vraiment des communistes. Nous, on est vraiment des communistes, on a une autre histoire. Ça, c'est la première option. Mais je pense qu'elle est complètement fausse. Je pense que ce qui a donné lieu au devenir autoritaire et productiviste du socialisme réellement existant en URSS ou en Chine, c'est une possibilité inhérente du communisme marxiste. C'est une de ces possibilités inhérentes parce que il considère que le lieu principal d'organisation politique, c'est les lieux de production. Et que donc du coup, c'est la production qu'il faut politiser. Et donc ça donne lieu à une sorte d'inflation parfois productiviste. En URSS, c'était le cas.
Donc c'est une possibilité qui est inhérente et c'est un risque inhérent au communisme marxiste, quoi, qu'il faut avoir en tête. On peut pas simplement dire que c'était un accident ou une erreur de l'histoire, quoi. Je voulais juste faire une annonce tout à fait pratico-pratique, qui est que, puisque comme tu as évoqué les soulèvements de la Terre, là on va faire il y a une qui est donc une campagne assez liée à ces enjeux-là écologiques et de replacer la Terre, de repolitiser les questions de terre et de territoire. Donc il y a une réunion d'information à Toulouse au 6 rue Picmil, mercredi 16 à 20h. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Je crois que Non, c'était juste pour rebondir parce que, par rapport en effet à l'échec du communisme, a-t-il déjà eu lieu? Et peut-être aussi en lien avec la précédente question sur l'échec du retour à la Terre des années 70, etc. En lien avec la nouvelle théorie de la subsistance portée par les féministes, écoféministes, tout l'enjeu de la reproduction. Et pour reprendre par exemple les théories critiques de la valeur dissociation, le champ de la valeur et le champ de la dissociation, donc tout le secteur de la non-valeur, tout ce qui est lié justement, parce que tu as utilisé après le terme les politiques d'attachement, le soin, etc. Et donc là, on est dans le secteur dissocié de la valeur, celui justement qui n'a pas de marché, qui n'est pas marchandisé et qui est effectué par certaines catégories, certaines classes, certaines catégories de sexe, de race, et bien sûr aussi, même s'ils entrent dans le processus de valorisation, les animaux, ils ne sont pas forcément mis au travail. Ils sont pas rémunérés, ils travaillent pas, ils sont pas pris dans des process en tant que corps, oui, mais pas en tant que travailleurs. Et donc, à ce titre, on voit bien là que bien sûr l'échec de tout ça, c'est aussi des énormissimes impensés et de non remise en cause de catégories fondamentales du capital. Et par là même, du coup, la question c'est, est-ce que finalement dans un soviet écologique, on procède bien sûr par abolition du travail. On ne peut plus même utiliser le terme. Il reste des activités productives qui sont re-questionnées en fonction aussi des besoins et des ressources. Et là, on en arrive au point de le soviet écologique, le soviet du vivant, etc. S'inscrit-il aussi dans un paradigme d'un mythe qui aujourd'hui est hyper démobilisateur, mais peut-être par un retournement de situation absolument incroyable, va le devenir peut-être dans les prochaines années, qui est la décroissance. C'est-à-dire, la décroissance, c'est la récession écologique démocratiquement désirée, préférée en temps pour repasser sous les seuils de soutenabilité écologique. C'est ça la décroissance. Bien sûr, ça va produire une onde de choc, etc. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, et deuxièmement, la question de la communisme, comment ça ne peut pas être la même chose et qu'en effet on ne se met pas du tout d'accord, c'est parce que le communisme tel qu'il a été évoqué, c'est sous la forme d'un État, comme tu l'as dit, autoritaire, hyper hiérarchique, etc. Or, la structure même de et pour en revenir sur, quand tu parlais justement des mires, moi je les ai découverts aussi dans le petit bouquin c'est sa thèse de Jacinto Rodriguez qui s'appelle Révolution et urbanisme et qui fait l'histoire de ça. Et comment, dans ces années-là, il y avait deux choix qui s'opéraient à eux. Et ils ont choisi le modèle justement européen central de la modernité par rapport à la métropolisation. Mais à un moment, il y avait des urbanistes architectes qui ont fait plein de projets de planification rurale avec des petites zones en disant on se limite, on s'auto-limite, c'est combien une commune. C'est pareil, Bookchin aussi se posait la question, à quelle taille? Et donc ces travaux de planification, en effet, ils n'ont pas fait ce choix-là. Ils ont choisi la densité, la centralisation et l'urbanisation. Et voilà, encore des éléments pour rediscuter sur cette question-là. Ok, merci. Je sais pas si c'est vraiment des questions, mais je suis d'accord avec ces remarques en tout cas sur la question de la subsistance. Je pense, c'est un des trucs sur lesquels j'ai essayé d'insister en tordant parfois un peu les positions de Marx, pas en tordant mais en les poussant au bout, parce que en fait. Il s'agissait pour moi de montrer qu'à chaque fois que Marx parle de dépossession des moyens de production, la manière dont on peut le recodifier aujourd'hui dans une lutte écologiste et féministe, c'est de le penser en termes
dépossession des moyens de reproduction et des moyens de subsistance. Et que le bouquin, il est pas du tout, alors vraiment pas du tout écoféministe, non pas parce que je partage pas des idées écoféministes, mais parce que c'est un bouquin sur 3 auteurs cis, blancs, masculins qui se préoccupent absolument pas de questions de féminisme quand ils parlent d'écologie, et que du coup il faut pas, je pense, tordre les idées pour mettre tout dedans. Mais néanmoins, cette idée que c'est la dépossession capitaliste principale, c'est la dépossession des moyens de subsistance, et donc la dépossession des moyens de reproduction, et que ça, c'est le cœur du capitalisme, c'est le cœur de sa logique. Qu'est-ce qui fait qu'on va vendre sa force de travail sur le marché? C'est parce qu'on a été dépossédé de ses moyens de subsistance. Après, je pense qu'effectivement, il faut replacer la question de la reproduction au cœur de nos luttes. Je suis moins convaincu sur l'idée que le travail du soin, le travail reproductif, etc., il est hors du domaine de la valorisation. Parce qu'en réalité, le domaine de la valorisation, il est infini dans le capital. C'est un devenir, mais c'est un devenir possible. Par exemple, le fait que, je sais pas, il y ait des travailleuses du soin dans les EHPAD, qu'il y ait une prise en charge, une division sexuelle du travail de plus en plus accentuée comme division raciale du travail, qui fait que on confie à des travailleuses non blanches les travaux de soins et de reproduction à toutes les échelles des institutions reproductives dans les pays du Nord. Tout ça, c'est des questions en fait qui témoignent d'une intégration du travail du soin au domaine de la valorisation. Donc en fait, comme toujours, je pense que l'enjeu, c'est d'arriver à savoir comment est-ce qu'on va bloquer ces processus de valorisation et comment on va faire échapper du travail du soin, du travail reproductif à la logique de la valorisation, pour en faire des activités reproductives libres, des activités de soins plus libres, plus autonomes et moins dépendantes, moins intégrées au marché, quoi. C'est comme ça plutôt que je formulerai l'enjeu, quoi. Petite dernière assez courte. C'est juste une remarque rapide par rapport à la question de la métropole du début et de comment relier la manif climat et la manif gilets jaunes là. Mais pour dire que peut-être c'est moins, même si c'est pas une question anecdotique, mais de faire des alliances entre les organisations syndicales traditionnelles, typiquement les travailleurs de l'aéronautique, et le fait de vouloir abolir un ensemble d'industries et qui les mettrait au chômage, que peut-être, il me semble, une manière de lire les luttes actuelles qui sont pas principalement ou d'abord des luttes de travailleurs, mais qui sont en effet des luttes liées aux conditions matérielles d'existence ou aux conditions de subsistance. Les gilets jaunes, c'était la mobilité en fait. C'est les gens, ils peuvent pas se déplacer si c'est plus cher l'essence. Les Chiliens qui se révoltent, c'est au nom de la dignité, c'est pour des tickets de métro à la base, en tout cas c'est parce que l'eau elle est privatisée, etc. etc. Du coup voilà, c'est plutôt, j'ai l'impression que l'alliance elle peut se faire conceptuellement comme ça, en reconceptualisant les luttes actuelles comme des luttes pour les moyens de subsistance et pas pour une répartition du salaire quoi, et en construisant des alliances là-dessus aussi. Et par exemple sur la question de la métropole, ce que ça voudrait dire, il me semble, c'est moins c'est moins de valoriser des jardins ouvriers que de politiser la question du logement, par exemple. Et du coup, là, on vient collectiviser la terre, on viendrait dire qu'est-ce qu'on fait pour se réapproprier nos moyens de subsistance qui sont nos logements, alors qu'ils sont principalement possédés par des spéculateurs qui gentrifient nos quartiers. Enfin, voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Non mais en plus vraiment je pense sur la question urbaine et de la terre, en fait c'est exactement, ouais, enfin je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire la lutte contre l'augmentation du foncier qui aboutit à la destruction des jardins, sa première expression c'est dans le prix des loyers quoi. Et donc du coup effectivement politiser la question des loyers comme étant une question liée à l'augmentation de la rente foncière et donc à une question de territoire et écologique, c'est effectivement comme ça que les choses doivent se penser, tout à fait. Bon, mais on va clore. Alors juste avant, il y avait une question. J'en profitais pour faire 2 petites annonces pour l'Université populaire de Toulouse, puisque je suis là. Mardi prochain, au Bijou, nous organisons une soirée avec Franck Godichaud, qui est un enseignant de la fac du Mirail, sur le Chili.
Qu'est-ce qu'on peut tirer aujourd'hui comme bilan pour le Chili? Alors ça doit nous interpeller parce que le Chili, on a ce qui vient de se passer, bien évidemment. Alors ça renvoie pour les plus anciens à des moments très durs. Et puis, il y a un processus constituant parce qu'au Chili, les mobilisations sociales qui ont abouti quelque part à l'élection de Boric, c'est bien lié à des mobilisations sur le terrain, autour des transports, etc. Les mobilisations des femmes, extrêmement importantes, et comme il y en a eu partout en Amérique latine. Donc, soirée sur le Chili mardi prochain. Et puis, dans un mois, début à la mi-mars, on fait une soirée avec Ludivine Banchini, donc qui est historienne, et on va parler. Il a écrit un bouquin avec Hugo Paletta sur les nouveaux, le fascisme et la montée actuelle du fascisme. Et je vous invite à venir à ces soirées à l'Université populaire. Je sais que Terra Nova aura sa table comme d'habitude. Voilà, je vous remercie. Et j'en profite aussi pour 2 petites annonces sur des rencontres à venir. Donc dans 2 jours, Mounia Al-Kotni viendra nous parler de son livre Impatiente, une exploration féministe du cancer du sein. Et une rencontre qui était dans le programme mais où il n'y avait pas de date. C'est la venue d'Anselm Japp, donc qui aura lieu le 15 février. C'est pas me noter, mais je regardais sur l'agenda. Ici à la librairie, pour une présentation de son dernier livre Sous le seuil noir du capital, paru aux éditions Crise et Critique. Voilà, merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci. Ah ouais, et suivez les soulèvements de la Terre parce qu'il y a plein de belles actions qui se préparent en plus de tout ce que vous avez entendu.